Eh bien voilà, on continue sur le stand. Village Semences, by Semae, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Une émission préparée par Quentin Lemiestre et proposée par la mission Écoterre France et Territoires Numériques. Bien sûr, c'est ici que ça se passe. Par des expositions, Porte de Versailles à Paris, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. En tout cas, vous êtes fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être dans le monde rural et périurbain, que ce soit au niveau des déserts médicaux, des nouvelles technologies, de l'environnement et de l'agriculture. Nos territoires ruraux et périurbains sont de plus en plus confrontés à ces problématiques. Comment élus et experts répondent à ces défis majeurs? Ils sont là à mes côtés. On va essayer de répondre au mieux à ces interrogations qui sont, je crois, essentielles dans la société dans laquelle nous vivons. Alors à mes côtés, David Barthes. Bonjour. David, bonjour. Vous êtes aussi un vieil habitué, un véritable ami de nos plateaux sur Village Semences, bien évidemment. Il y a les émotionneurs aussi, ne l'oublions pas. David, vous êtes directeur général Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Oui. À nos côtés également Bertrand Ringot. Bertrand Ringot, bonjour. Bonjour. Maire de Gravelines, vice-président de la CUD et conseiller départemental et aussi président délégué de la mission Écoterre France et Territoires Numériques. Et puis à côté, Frédéric Le Turc. Frédéric, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maire d'Arras, président de la communauté urbaine et conseiller régional des Hauts-de-France. Et nous devrions avoir, mais il arrive, je suis sûr, vous savez comment ça se passe. Au sein de l'agriculture, il y a beaucoup de sollicitations. Nos amis élus sont très sollicités. Nous devrions avoir Alain Chrétien, qui est le maire de Vesoul et président de Vesoul Agglo. Il va nous rejoindre, il est quelque part, il est peut-être au maquillage, je ne sais pas, mais il va arriver. On est là en famille de toute manière. Quand on parle de bien-être, on parle d'abord, je crois, le plus essentiel, c'est la santé, bien évidemment. Et la santé, nous sommes confrontés aujourd'hui de plus en plus sur notre territoire national aux déserts médicaux, bien évidemment. Alors en ce qui concerne les déserts médicaux, la désertification médicale touche aujourd'hui 8 millions de Français, ce qui est énorme. Bertrand Ringot, ma première question est comment ça se passe sur votre territoire, qui est aussi, je suppose, touché par cette problématique de désert médical? Alors Gravelines, pour resituer un peu en deux mots, Gravelines, 12 000 habitants, ville du Nord, communauté urbaine de Dunkerque, entre Calais et Dunkerque. On a une problématique également médicale de médecins qui sont partis en retraite et qui ne trouvent pas forcément un remplaçant. Donc il y a quelques années, on a mis en place des cabinets tremplins permettant à des jeunes médecins d'accéder à un cabinet financé par la ville de Gravelines, leur permettant de rester de 1 à 6 ans dans ce cabinet, quelque part pour voir si la ville leur plaît, s'ils ont envie de s'y installer et s'ils ont envie d'y fonder une famille. Donc des cabinets tremplins qui ont été mis en place. Nous allons aussi réaliser un cabinet médical public avec 6 cabinets et je me donne encore quelques mois pour arriver au seuil suffisant en termes de nombre de médecins. Si nous n'y arrivons pas, nous avons pris la décision que nous créerons un centre médical public communal. D'autres communes l'ont fait en France, car c'est vraiment l'attente principale de nos concitoyens d'avoir des services de soins de qualité. Vous sentez ce besoin plus important pas après cette crise du Covid, parce que je crois qu'on y est encore, mais il y a un besoin accru de médecine de proximité? Oui, les concitoyens ont besoin d'accéder aux soins rapidement. L'idée du médecin de famille, c'est encore dans tous les esprits, même si la profession a évolué. Nos amis les aînés ont encore cette image en tête. Bien sûr, il y a tout ce qui est consultation connectée. Il y a des pharmaciens qui le font à Gravelines. Nous avons également mis en place un appareil de ce type au niveau du centre communal d'action sociale. Mais pour autant, nos concitoyens veulent une médecine de proximité. C'est un vrai sujet national. Le département du Pas-de-Calais a choisi par exemple de salarier les médecins. Gravelines est à la frontière du Nord et du Pas-de-Calais, sur Ouaplage, pourtant une ville de 6 000 habitants. Le département du Pas-de-Calais va donc salarier des médecins pour permettre à Ouaplage d'accéder à la médecine de proximité. Alors, médecine de proximité, Alain Chrétien vient de nous rejoindre, je le disais. Bonjour, merci. Bonjour à tous.
d'avoir répondu à notre invitation. Essoufflés, je le disais, les élus sont extrêmement sollicités lors de ce salon de l'agriculture, et c'est tant mieux. C'est les retrouvailles. Ce Voilà, sont les retrouvailles. Les retrouvailles, exactement. Je disais que le bien-être passe d'abord par la médecine, vous en serez d'accord. Comment ça se passe du côté de Vesoul en ce qui concerne les déserts médicaux? Alors nous, on a traité le problème depuis très longtemps. Depuis 2012, on a mis en place une bourse de santé, c'est-à-dire qu'on finance les études des étudiants à partir de la 2e année, et ils signent une convention et ils s'engagent à s'installer chez nous pendant au moins la durée pendant laquelle ils ont reçu la bourse. La bourse, c'est 660 € par mois pendant 5, 6, 7, 8 ans, voire 9 ans, et 330 pour les professions paramédicales, les kinés notamment. Et ça fait 10 ans que ça fonctionne et on reçoit nos premiers professionnels de santé, des dentistes, des kinés, des généralistes, des spécialistes. Et on est en train de gagner la bataille contre les déserts médicaux. Alors, quand on parle de bien-être, on parle en général aussi d'alimentation, de qualité de l'alimentation. Et là, je rebondis sur David Barthes. Je le disais, vous êtes directeur général de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Comment définissez-vous l'agriculture et les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies, car bien sûr la mission Écoterre est dans cette problématique-là. Et puis avec notre président délégué Bertrand Ringot, je ne peux que parler aussi de nouvelles technologies. Alors, au-delà du bien-être, il y a la relation entre les agriculteurs et les riverains. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des formes de tensions qui peuvent se créer par méconnaissance, souvent du métier agricole. Et donc, ce que nous avons fait en Saône-et-Loire, on a, afin de faciliter les relations entre les agriculteurs et les riverains, on a développé une application qui s'appelle AgriCivis, qui est une application disponible sur les smartphones, gratuite, et qui permet aux agriculteurs de déclarer des interventions. Alors ça peut être un viticulteur qui va tailler la vigne, parce qu'on pense évidemment tout de suite au traitement phytosanitaire, mais ça peut être déjà tailler la vigne. Ça peut être un éleveur qui va aller abreuver ses animaux et il va informer, il va dire sur l'application AgriCivis, je suis en train de faire ça, et les gens qui se trouvent à quelques kilomètres à la ronde vont être informés de ce qui se passe et ils vont se dire tiens, l'agriculteur fait tel ou tel acte de production, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on a besoin de communiquer vers les citoyens, et c'est vrai que le smartphone permet ce type de relation et de faciliter ce type de relation entre les agriculteurs et les riverains qui sont en recherche de réassurance, en recherche d'information, de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde agricole. C'est une vraie réponse aux attentes sociétales, ça, finalement. Alors oui, c'est une réponse aux attentes sociétales sur la transparence. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, ce qui est paradoxal, c'est qu'on demande énormément aux agriculteurs, peut-être plus qu'à d'autres secteurs d'activité, en termes de transparence, d'information. Dans d'autres secteurs d'activité, derrière les murs d'une usine, on ne sait pas ce qui s'y passe et on ne cherche pas à savoir ce qui s'y passe. Voilà. Et là, l'agriculteur, il est challengé par les riverains. Et aujourd'hui, notre satisfaction en Saône-et-Loire, c'est que finalement, notre petite application a essaimé en Gironde, essaime en Charente, enfin essaime un petit peu partout en France, parce que nos collègues aussi ressentent aussi ce besoin de communiquer, c'est-à-dire de réexpliquer finalement à des habitants qui n'ont plus de lien, parce que aujourd'hui, qui a des parents ou grands-parents agriculteurs, c'est fini, on est sur des populations très urbaines, et donc il y a ce besoin d'information. Et on le fait au travers de cette application qui est très simple, qui est anonyme pour les agriculteurs, parce que l'objectif, c'est pas de dénoncer ou entre guillemets, de fliquer, bien sûr, les gens. C'est vraiment de jouer la transparence et de jouer la réassurance vis-à-vis des habitants de l'ensemble des territoires. Alors, on va continuer de naviguer sur notre territoire national, qui est un magnifique territoire. Nos collectivités sont superbes. Et là, je me tourne vers Frédéric Le Turc, du côté d'Arras. Notamment, j'ai vu qu'il y avait une labellisation PAT. Alors, je suis très interrogatif. Eh bien, écoutez, tant mieux, ça suscite votre intérêt. En réalité, les territoires travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle les programmes alimentaires territoriaux. Et la communauté urbaine d'Arras, avec des territoires voisins, a décidé de s'inscrire dans cette démarche-là. Et le ministère de l'Agriculture a labellisé une dizaine de territoires qui s'engagent, qui seront accompagnés financièrement et qui vont pouvoir organiser, nouer un dialogue nouveau avec le monde agricole et essayer de
de travailler sur des circuits courts qui vont en quelque sorte alimenter peut-être une école, peut-être un collège, peut-être un lycée, peut-être une maison de retraite, peut-être un organisme particulier et permettre en quelque sorte à ce qu'on ait un nouveau rapport entre la production de la fourche à la fourchette, à l'assiette. Alors, la production de la fourche à la fourchette. On parle de circuits courts, bien évidemment, et vous êtes les uns les autres confrontés à cette nouvelle donne, liée sans doute à la crise sanitaire que nous avons traversée et qui s'amplifie. Je le dis chaque jour sur ce plateau, je n'ai rien contre les grandes surfaces, rien contre. Mais par contre, le commerce de proximité, est-ce que les uns les autres, vous pensez que, revenant à une vie normale, nos concitoyennes et nos concitoyens vont à nouveau se précipiter uniquement vers les grandes surfaces, ou alors est-ce qu'elles vont garder cette magnifique habitude du commerce local? Qui veut répondre d'abord? Moi, je peux poursuivre, et puis mes collègues bien évidemment. Pourront répondre, mais on a vu effectivement pendant le Covid un retour à la terre, un retour chez l'exploitant agricole. Et puis le retour au travail a conduit à ce que les habitudes classiques reprennent un peu les choses en main. Mais on peut noter qu'il y a tout de même de la part des consommateurs un souci, un souhait du bon produit. Et quelque part, en fait, si le consommateur n'a pas obligatoirement le temps d'aller le chercher lui-même chez le producteur, il a besoin en fait que les producteurs s'organisent en filière et que quelque part, il y ait peut-être une nouvelle génération de commerce qui se crée. C'est le cas par exemple avec une coopérative dans l'Arajois qui a créé des commerces nouveaux, ça s'appelle Prise Directe, et qui conduisent à ce que les agriculteurs viennent en magasin, en centre-ville, et donc permettent finalement aux consommateurs de pouvoir acheter leurs produits. David, et après Alain, si vous le permettez. Non, mais effectivement, ce que vous dites, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a alors à la fois un consommateur qui, pendant le confinement, a découvert les vertus de la proximité, comme il pouvait faire que quelques centaines de mètres autour de chez lui, donc il a retrouvé les vertus de la proximité. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de confinement, c'est vrai que la tendance est quand même de retourner à la facilité. C'est pas une critique, mais de dire mais finalement la grande surface est un moyen de distribution. Après, effectivement, un des enjeux du monde agricole, alors on le voit, enfin côté chambre d'agriculture, on développe des enseignes bienvenue à la ferme, des boutiques de producteurs, on accompagne ces dispositifs-là, avec sûrement comme vous le faites, un des sujets majeurs, c'est de revenir aussi en centre-ville, parce que les centres-villes ont besoin d'être animés, et je pense que le monde agricole a toute sa place dans les centres-bourgs, au travers de magasins, et ce que vous faites, je trouve, est très intéressant. Et puis, il y a toujours le porte à connaissance, enfin, je reviens au digital. On avait déployé avant le Covid, en Saône-et-Loire, un site qui s'appelle Je veux du local, où nous recensons l'ensemble des agriculteurs qui soit proposent directement à la ferme leur production, soit sont présents sur des marchés de plein vent, parce qu'il ne faut pas oublier les marchés de plein vent qui sont un canal de distribution, un outil d'animation territoriale aussi des centres-bourgs. Et donc on essaye de renforcer comme ça la communication pour permettre les relations. On a aussi des agriculteurs qui développent du e-commerce. Alors c'est un peu plus compliqué, notamment en termes de logistique. Mais on voit que tout ça est en train de bouger parce que le consommateur cherche effectivement du sens. Je pense que c'est le sujet majeur aujourd'hui. Il cherche du sens, il cherche de la réassurance, il cherche de la qualité, de la proximité. Le bon produit. Alain, pour vous, est-ce qu'il faut vraiment que l'élu pèse de tout son poids pour essayer de, je ne vais pas dire de favoriser, mais d'inciter nos concitoyennes et nos concitoyens à continuer à aller dans le commerce de proximité? Naturellement, l'élu est là pour montrer l'exemple. Frédéric a cité ces magasins de producteurs. Eh bien, chez nous aussi, on a ce qu'on appelle Esprit Paysan, qui est en train d'essaimer aussi dans le Grand Est. C'est un magasin de producteurs qui permet aux agriculteurs de présenter leurs produits. Et là, on assiste à une révolution. C'est que les agriculteurs deviennent aussi des commerçants. Jusqu'à présent, ils étaient producteurs et ils vendaient leur production à des transformateurs. Maintenant, on a des agriculteurs qui savent aussi vendre leurs propres produits. Et c'est un métier. Ça ne s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend. Ça n'est pas inné. Il faut savoir mettre en valeur son produit. Il faut savoir
s'allier avec ses collègues pour construire ces magasins de producteurs. Et chez nous, Esprit Paysan, ça fonctionne du feu de Dieu. On a vendu le terrain, enfin on a donné le terrain aux entrepreneurs. On fait la promotion naturellement. Nos centres-villes, Arras comme Vesoul, on a un programme Action Cœur de Ville pour revitaliser nos centres-villes. On doit y remettre des producteurs. On a une fromagerie, une crèmerie en plein centre-ville qui vend la cancoyote. Chez nous, c'est la cancoyote, le fromage local. Donc on est les premiers à être les avocats, les défenseurs de nos agriculteurs. Et moi, j'ai la chance d'avoir des grands-parents agriculteurs. Je sais ce que c'est que se lever le matin et se coucher tard le soir après les moissons. Alors, vous voyez, on a vraiment envie, quand on les écoute les uns les autres, on a vraiment envie d'aller dans nos territoires. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'étranger pour vos prochaines vacances. Je dis qu'il faut d'abord aller voir nos territoires. Croyez-moi, on a un très beau pays. Bertrand, on parlait de circuit court. J'ai appris, j'ai vu, pourtant je connais assez bien Gravelines, mais pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Il y a à Gravelines donc une ferme en ville, donc on rejoint nos propos. Et notamment, vous êtes un petit cachotier, Bertrand Ringot. Vous avez un petit salon de l'agriculture. Oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe à Gravelines? Régulièrement, la Chambre d'agriculture a le plaisir de venir à Gravelines pour organiser cette ferme en or avec toute une série de manifestations. Ça dure 3 jours et c'est vrai que ça remporte un grand succès. Beaucoup d'initiatives dans le domaine du commerce. Bon, comme tous les maires, chers collègues, on est mobilisés sur le sujet. Bon, avec le prix de l'essence, nos concitoyens ont envie aussi de rester à proximité. C'est un élément qui joue aussi en notre faveur. Je crois que nos concitoyens ont aussi envie de faire travailler leur ville. Donc à partir du moment où il y a une offre de qualité, je pense qu'ils ont vraiment l'envie de contribuer à faire émerger cette offre qui existe dans nos cœurs de ville. Il faut aussi travailler l'offre, donc c'est le travail sur les pas de porte, c'est ce que nous faisons. C'est le travail que nous faisons aussi et nous partageons avec Arras, Gravelines, d'avoir un grand marché de Noël. Et là aussi, ça contribue à attirer des producteurs, car nous essayons aussi de choisir des véritables producteurs, des artisans. Marché de Noël qui s'est tenu cette année et qui a quand même fait 140 000 visiteurs sur 3 semaines avec passe sanitaire. Vous imaginez le contexte. Donc on se mobilise. Nous restons une petite ville, 12 000 habitants, mais c'est vrai que nous avons un rayonnement très important parce que Gravelines, c'est 9 000 emplois publics et privés pour 12 000 habitants. Donc on vient travailler sur Gravelines et l'idée que nous avons, c'est qu'il y a des retombées commerciales et artisanales qui puissent se faire grâce à cette attractivité économique. Alors inciter, aider, accompagner. Accompagner, Frédéric, la communauté urbaine d'Arras soutient activement et même concrètement les agriculteurs dans leur transition. Comment concrétisez-vous ces soutiens ? Alors de manière très simple, la communauté urbaine d'Arras était plutôt en fait rangée côté ville et elle avait pas de compétences particulières dans le domaine agricole et pas de relations particulières avec le monde agricole. C'est le premier mandat où on a un vice-président en charge de l'agriculture et c'est le premier mandat où finalement, comme toute entreprise, le président que je suis rencontre les chefs d'entreprise agriculteurs, organise un dialogue entre l'institution et le monde agricole. On a 250 agriculteurs sur le territoire de la communauté urbaine d'Arras. Et pour nous, ça représente plusieurs milliers d'emplois qui, de manière directe ou indirecte, forcément, font partie de la vie économique. Et on sait en fait les accompagner pour transformer en quelque sorte leur production, leur trajectoire de production et faire qu'aujourd'hui, je dirais, ceux qui voudraient passer sur des productions alternatives, des productions, je dirais, moins intenses, puissent le faire grâce à l'accompagnement de la communauté urbaine. Donc c'est sonnant et trébuchant. Alors la méthanisation aussi, on ne peut pas y déroger, on est obligé de l'aborder. Ça semble être votre vitrine, c'est ça ? Oui, c'est une vitrine régionale puisque c'est un laboratoire en quelque sorte de recherche. On est en train de créer ce qu'on appelle un centre qui s'appellera Eurameta et qui sera un centre pour à la fois faire travailler le monde de l'entreprise et le monde agricole, permettre de fournir de l'énergie, de produire de l'énergie propre et en même temps tester du matériel qui permettra ensuite de moderniser, de transformer les méthaniseurs qui se trouveront peut-être parsemés
en France, en Europe, parce que c'est un laboratoire de recherche. C'est la région des Hauts-de-France qui a choisi d'investir à Arras autour de ce nouveau dispositif. Et l'idée demain, c'est de lier à ce centre de méthanisation, pourquoi pas une chaufferie pour en fait les entreprises, pour l'habitat, qui permettent de travailler sur une source d'énergie propre. Alors, on parlait de nouvelles habitudes, de nos concitoyennes, de nos concitoyens, du monde agricole aussi, qui deviennent, vous l'avez dit, aussi des commerçants. Et ça s'apprend tout ça. David, comment le monde agricole peut s'ouvrir encore davantage? Il y a une nouvelle donne, mais il y a certainement d'autres possibilités. Il est très très important de garder notre, je ne veux pas faire de politique, notre souveraineté nationale. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Comment ce monde agricole peut davantage grandir? Et par les temps qui courent, je ne veux pas là non plus parler de ce qui se passe à travers le monde, mais je pense que le monde agricole a besoin encore d'être encore beaucoup plus soutenu. Non, mais vous l'avez dit, vous avez parlé de chef d'entreprise. Et ça, je crois que ce mot, il est important. C'est-à-dire qu'un agriculteur, c'est un chef d'entreprise comme un autre. Alors, comme un autre avec des particularités. Et donc, nous ce qu'on a lancé depuis 3 ans au niveau de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, on a lancé un dispositif de mentorat entrepreneurial. Donc, on l'a organisé avec Dominique Restineau, qui est président de la CCI Paris-Île-de-France aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'un agriculteur est accompagné par un chef d'entreprise d'un autre secteur d'activité pour discuter et réfléchir à des problématiques de chef d'entreprise. Un agriculteur, il veut aller à l'export, il veut se développer, il veut peut-être recruter, il a peut-être des problématiques de transmission. Et l'idée, c'est vraiment de décloisonner le monde agricole sur des problématiques de chef d'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé quand vous avez employé ce terme-là en disant l'agriculteur est un chef d'entreprise. Et donc de déployer ça. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de binômes qui sont en place chaque année où on a un agriculteur qui est accompagné par un chef d'entreprise d'un autre secteur d'activité, dans l'industrie, dans l'artisanat, dans le commerce. Et notre ambition, c'est que demain, l'agriculteur devienne mentor d'un chef d'entreprise. Je pense que là, on aura réussi, on aura bouclé la boucle. Si l'agriculteur lui-même se sent suffisamment en confiance pour dire, moi, j'ai des choses à apporter à un collègue d'un autre secteur d'activité et je vais comme ça partager mon expérience. Le bilan qu'on en tire très rapidement, c'est que, vous voyez, j'ai un patron dans le secteur des travaux publics qui doit avoir 200-300 salariés. Il m'a dit, finalement, mon job est facile. Entre guillemets, parce qu'il me dit un agriculteur, il est tout seul dans son exploitation, il est H24 à faire tourner l'exploitation, à gérer à la fois l'acte de production, la commercialisation. Vous l'avez dit, c'est pas inné d'être commerçant, ça s'apprend. Et du coup, il a dit finalement, moi j'ai une équipe de direction et mon job, j'ai des difficultés, mais c'est peut-être plus facile que d'être agriculteur. Voilà. Alors on arrive pratiquement au terme de cette émission, ça va très 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 vite. Bertrand Ringot, j'ai vu que vous venez d'être, votre ville, Gravelines, lauréate d'un prix départemental des jardins familiaux. C'est ça, vous avez planté des arbres aussi, l'environnement. Oui, plusieurs initiatives dans le domaine de l'environnement. Nous sommes une ville aussi industrielle, mais nous souhaitons aussi être une ville environnementale. Nous avons la chance d'être une ville fortifiée, remaniée par Vauban, qui fut gouverneur de Gravelines en 1706. Nous avons gardé l'ensemble des remparts avec ce chenal d'accès à la mer, mais nous souhaitons aussi planter davantage et nous avons adhéré à l'opération Trees Everywhere de planter 1 milliard d'arbres en France et donc nous allons en planter 300 000 à Gravelines, financés intégralement par le monde économique. Je pense que c'est important de le préciser. Nous sommes également très engagés dans tout ce qui est labellisation puisque nous sommes ville 4 fleurs, fleurs d'or. Bref, nous essayons d'être attractifs dans tous les domaines, dans le domaine économique, commercial et agricole. Attractif, c'est le bien-être aussi. Une dernière question pour nos 3 élus, j'ai cette chance, et rapidement s'il vous plaît, les territoires ruraux sont de plus en plus touchés par la précarité. Quel est le rôle des maires pour y faire face? On commence par vous, Alain. La précarité, elle est d'autant plus visible qu'on a un taux de chômage qui baisse. Et ce qui reste, enfin en tout cas les gens qui restent sur le carreau sont les gens qui sont les plus éloignés de l'emploi, avec des gros problèmes de gestion de leur vie quotidienne. Donc là, on a vraiment un sujet particulier sur la grande précarité pour essayer de reconstruire des gens qui sont vraiment très loin de la société. C'est l'enjeu des prochaines années. Chez nous, on est à 6%
de taux de chômage. On n'a pas vu ça depuis 25 ans. Ça veut dire que les gens qui sont sur le carreau, eh ben, on les connaît et maintenant il faut qu'on les prenne en main pour les faire rentrer à nouveau dans le marché du travail. Frédéric, rapidement. On est en pleine élection présidentielle, même si malheureusement elle est rattrapée par une guerre en Ukraine. Mais 3 choses. 1, je pense qu'il faut travailler sur un salaire minimum pour les agriculteurs. 2, on ne peut pas admettre en fait, qu'ils prennent leur retraite avec des retraites de misère. Et puis 3, en fait, il faut qu'on pousse pour que le dialogue existe avec le monde agricole, les chefs d'entreprise qui transforment les produits agricoles et les distributeurs, parce qu'on voit bien que régulièrement il y a des temps de stress parce que le dialogue n'est pas facile et que le monde agricole a besoin d'être soutenu pour imposer en quelque sorte aussi son savoir-faire avec de la valeur, la vraie valeur du bon prix, qui ne les met pas en fait corde au cou au moment des fins de mois. Bertrand, un petit mot sur le rôle des maires pour faire face à cette précarité dans nos territoires ruraux. Je rejoins ce que disait le maire de Vesoul. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une reprise. Voilà, on ne peut pas le nier. Donc il y a aussi un effort dans l'apprentissage qui a été réalisé, qu'il faut saluer. Donc il y a aussi beaucoup de secteurs qui n'arrivent pas à recruter. Donc on est un peu dans des paradoxes au niveau de l'emploi. Donc il faut former à tous les âges de la vie. Il faut se former à tous les âges de la vie. C'est ce qui est entrepris et je pense que c'est ce qu'il faut poursuivre. Messieurs, merci infiniment. Merci. Alors, vous allez nous rester fidèles, bien évidemment, puisque il se prépare, il est là, l'excellent Alexandre Farreau pour Parole d'Expert. On continue avec Parole d'Expert. Les clés de l'agriculture et de l'alimentation, les activistes ont-ils gagné? Donc ça, c'est un débat qui me paraît très intéressant. Demain, même heure, 14h50, mais en 3 parties. Trois parties demain. J'aurai la chance d'accueillir Vincent Labarthe, qui est le vice-président de la région Occitanie en charge de l'agriculture et de l'enseignement agricole. Et puis, tout de suite après, Jean Rotner, président de la région Grand Est. Et enfin, la question du jour, ce sera pour Quentin Melemias qui viendra nous parler du café. Voilà. Alors, c'est www.villagesemence.fr. Soyez nombreuses et nombreux. Prenez soin de vous. À demain, même lieu, même heure. Bye bye.